Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, l'invité que nous recevons aujourd'hui est un ancien joueur professionnel qui a fait 15 ans de carrière, qui a été aussi international sénégalais et qui est notamment passé par l'INF Clairefontaine. Il s'agit de Jacques Fati. Salut Jacques, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci et toi ? Ouais, super bien. Merci. Donc, pour commencer, peux-tu te présenter brièvement ? Brièvement, on va essayer d'être le plus bref possible, mais bon, mon prénom c'est Doudou Jacques, nom Fati. Je suis né dans la banlieue parisienne, donc à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai commencé le foot à Épinay-sous-Sénard, ensuite à Brétigny, puis j'ai été pris à Clairefontaine pendant 3 ans. À partir de là, j'ai rejoint le Stade Rennais Football Club, mon club formateur, où j'ai signé mon premier contrat professionnel. Entre-temps, avec l'équipe de France, j'ai été champion du monde avec la génération 84. Puis de Rennes, j'ai signé à l'Olympique de Marseille, Sochaux pendant 3 ans. De Sochaux, je suis parti en Turquie à Sivasspor. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé en Chine et en Australie avant maintenant de me reconvertir en entraîneur. Excellent. Bah, tu as fait ça de manière efficace. Ah c'est ouais, top. j'ai essayé de faire ça vite. Mais ouais, on va juste revenir en fait sur la première étape de ta vie. Donc tu as bien expliqué que tu étais né en région parisienne, donc dans le 94, C'est ça. si je me trompe pas. Villeneuve-Saint-Georges, c'est ça. Exact. Maintenant, peux-tu nous expliquer un peu le contexte dans lequel tu as grandi ? Contexte comme tout banlieusard, on va dire. Mes parents ont quitté le Sénégal pour la France en 81-82. Je suis né moi en 84. J'ai eu une bonne éducation familiale, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. J'étais pas forcément fan de foot. Mon petit frère qui m'a suivi, lui, il a été vraiment fan. Moi, non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le ping-pong. Voilà, donc mon père m'a inscrit à l'athlétisme. Il faisait un peu froid dehors, donc j'ai dit, écoute, moi, c'est en intérieur que moi je veux être. Donc j'ai fait du ping-pong pendant peut-être 2-3 ans. Et c'est vraiment à l'âge de 11-12 ans que je me suis mis dans le foot, parce que où est-ce que j'étais à Épinay, sous Sénard, il n'y avait pas de table de ping-pong là-bas. Donc j'ai dû faire du football comme mon petit frère. Et en fait, de là, j'ai pris un certain plaisir. Et j'ai commencé à être performant. Les gens ont vu en moi un potentiel. Donc de là, j'ai voulu intégrer Brétigny, le sport-études de Brétigny. J'ai malheureusement pas été pris lors des essais. Ils m'ont envoyé à Clairefontaine faire des essais aussi, pour voir si, pourquoi pas, ça allait fonctionner. J'ai été là-bas et grâce à Dieu, ça s'est bien passé. J'ai pu faire... d'abord, je suis arrivé vraiment tard à Clairefontaine pour les essais, et en plus en retard. Donc, c'était foutu d'avance, si je peux dire ça comme ça. Mais de là, j'ai été remarqué et ils m'ont donné une seconde chance. Donc j'ai fait un stage et puis j'ai été pris à Clairefontaine pendant 3 ans. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Mon père avait vraiment l'envie pour moi il m'a poussé vraiment pour que je puisse au moins intégrer un sport-études ou un centre de préformation pour pouvoir après travailler. Et justement, peux-tu revenir, parce que bon, tu as bien souligné que tu as commencé le foot à l'âge de 11 ans. Mais justement, donc, peux-tu nous décrire justement cette première partie, on va dire, de ta carrière de foot ? C'est assez particulier parce que, souvent les jeunes commencent tôt, 6-7 ans, ils sont dans le football et puis ils jouent et puis ils aiment ça. C'était pas mon cas. Mais pour mon père, oui, c'était vraiment... Lui, il avait vraiment l'envie que moi, je puisse un jour devenir un footballeur, vu que lui, il a été au Sénégal. Donc lui, il voulait que ses enfants puissent, faire perdurer un peu le truc. J'ai beaucoup d'histoires par rapport à ça. Mon père, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui aime beaucoup ses enfants et qui veut le meilleur pour les siens. C'est quelqu'un de très généreux, qui mérite quand même un certain respect. Et puis, il m'a inculqué ces valeurs-là, ces valeurs un peu de famille, de solidarité, de très tôt, hein, de persévérance, d'abnégation, de courage. Et je m'en rendais pas forcément très compte. Moi, je m'en rendais pas compte, j'étais jeune, mais je voyais en lui ce personnage qui vraiment déterminé, tu vois, sans pour autant mettre un mot dans ce qu'il faisait. Parce que tout ce qui est détermination, motivation, c'est ce qu'on a appris après dans le futur, après avec le temps, mais dans ses actions, il montrait une forme de détermination
que je comprends aujourd'hui et qui a fait que moi, dès 11 ans, dès 12 ans, j'ai été inculqué dans ça, j'ai baigné dans ça, tu vois. Donc c'est ce qui m'a forgé, entre guillemets, sans le savoir. C'est ce qui m'a forgé et c'est ce qui a fait que de 13 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai travaillé, j'étais un monstre, quoi. En fait, et ça, je lui dois à lui, indirectement. Après, j'ai heureusement connu des gens, des coachs à Bretigny, comme Didier Briand, Tony, à Clairefontaine. J'ai eu Francisco Filho, qui est l'un des meilleurs coachs de l'INF. J'ai été vraiment encadré par des gens de qualité qui m'ont permis de pouvoir réaliser entre guillemets, mon rêve. C'est pour ça que souvent, quand je vois des sportifs qui disent que moi, j'ai réussi tout seul, ça n'existe pas, ça. On réussit jamais tout seul. Il y a toujours des éléments, des gens autour de toi qui t'entourent et qui te montent pour que tu puisses arriver à tes fins. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur ces éléments facilitateurs, on va dire, que tu as eu, et notamment Francisco Filho. Parce que j'avoue que moi aussi, j'ai regardé beaucoup de reportages, en fait, où il est intervenu. Et j'ai regardé un podcast aussi où tu as fait une intervention, où tu parlais de lui. J'ai vu Thierry Henry aussi qui parlait de lui. Mehdi Benassia aussi. Ouais. Voilà, donc, moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce coach ? Franchement, de particulier, je pourrais écrire un livre sur lui, sur Francisco. On peut faire un livre, et puis lui, il a marqué des générations, dont la mienne, mais de particulier. Mais déjà, quand j'ai fait mon premier essai à Clairefontaine, mes premiers essais, quand je suis arrivé, je savais pas que c'était lui qui allait être mon coach donc de ma promotion, je savais pas, donc moi j'arrive en retard, j'arrive peut-être 6 heures en retard. J'arrive à la fin des essais de Clairefontaine. Et c'est mon père, hein. Ça, souvent, je te répète cette histoire-là, mais cette histoire-là, elle signifie beaucoup pour moi. C'est-à-dire que j'arrive en retard à Clairefontaine et moi, je voulais plus aller jouer avec mes futurs coéquipiers. Je voulais pas aller. Et mon père, il voit que tout le monde s'entraîne, parce c'était la fin. Et on était sur le point de repartir à Paris. Et de là, mon père, il s'arrête, il dit non. On a fait tout ce chemin-là, on est en retard, on a fait tout ce chemin pour rien. Non, sors de la voiture, on va quand même jouer 10 minutes et on verra. Et lorsque j'arrive sur le terrain, je vois Francisco Filho qui est là et il me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis je sais pas, mon père est là. Mon père lui dit écoute, il est venu pour s'entraîner, il est venu pour montrer son talent. Et Francisco lui dit mais lui il jouera jamais dans mon équipe. Cette promotion, c'est mon équipe. Toi, tu joueras jamais dans mon équipe. Tu peux rentrer chez toi. Tu vois ? Et moi, je suis choqué comme ça. Et c'est André Merel, qui est un des coachs de Clairefontaine aussi, André Merel, qui était un peu plus sage, qui dit non, prends un chasuble et viens jouer, tu vois. Donc, mes premiers rapports avec Francisco, c'était pas positif. C'était pas terrible, tu vois. C'était pas terrible, mais j'ai joué 5-10 minutes. Il a vu peut-être en moi quelque chose, un potentiel, parce qu'on parle de potentiel là maintenant. Et il a dit ok, lui, vas-y, on va quand même le prendre en plus, on ne sait jamais, tu vois, peut-être c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Mais alors, mes premiers rapports avec lui, ils n'ont pas été forcément très bien avec Francisco. Et en fait, de fil à aiguille, j'ai connu l'homme, au-delà du coach, et en fait, les valeurs de respect, les valeurs de combativité, de leadership. Parce que lui, c'est un Brésilien, donc il a grandi au Brésil. Il n'avait pas cette façon, fédération FFF, tu vois, de nous instruire au niveau du football. C'était que le Brésil. C'est la technique et la technique. Et le mental. C'est-à-dire que, une histoire toute bête, une fois on était au collège, parce que j'étais à Clairefontaine, et une grande bagarre générale. Parce qu'en fait, dans le collège où on était, il y avait des jeunes donc, de Clairefontaine, plus des jeunes du public. Exact. Donc on était mélangés. Ça crée de la jalousie parce que voilà, les footballeurs ils arrivent dans le collège, on fait un peu la loi, et c'est vrai que des fois on se croit au-dessus des lois, certainement, et ça crée de l'animosité au sein des élèves. Donc une fois on arrive, on fait une grande bagarre générale et ça fait, tout le monde se tape dessus. Je voyais Atem Belarfa, il se tape, Ricardo Fati, mon petit frère, Abou Djabi, tous les grands que tu vois aujourd'hui, c'est des grands bagarreurs. On était là et on s'est battu à cause d'eux d'ailleurs. Et ça fait une grande bagarre et tout. À la fin, on rentre donc à Clairefontaine au centre et tout, et bon, Dussault qui est le barbu blanc, le directeur du centre, donc lui il nous fait la morale, il nous gueule dessus, les enfants c'est pas normal, on va te virer du collège, Et Francisco il nous prend après, genre l'entraînement, et il marche, il nous regarde, il nous dit, il regarde les plus grands en fait, il regarde moi, parce que moi j'étais assez précoce à mon âge, j'étais assez grand, moi et 2-3 autres, il dit toi Fati, toi
Et toi, quand il y a eu la bagarre, vous étiez où? Devant ou derrière? Et moi, je dis, j'étais devant. Il dit, c'est ça que je veux voir. Voilà. Tu vois? Oui. Quand il y a des bagarres les plus grands là, vous êtes devant. Voilà. Tu vois, ça m'a choqué. T'avais Dusso qui disait non, c'est pas normal. Et c'est normal parce que c'est son travail. Mais t'avais la vision de Francisco qui disait, les plus costauds là, vous devez être devant dans la bataille. Et ça m'a fait rigoler, tu vois. Ça m'a fait rire. Et je me suis dit, voilà, ça c'était Francisco Filho. Voilà. Après toute sa philosophie du football qui est extrêmement correcte. Et tous ceux qui l'a formé, quoi. Christian Vage, Roten, encore Thierry Henry, et même moi, et encore d'autres encore, qui sont passés entre ses mains. On a tous, encore on lui doit beaucoup. Moi, en tout cas, je lui dois beaucoup parce que je pars de zéro. J'étais pas forcément très bon. Et c'est lui qui m'a en partie tout appris. Ok. Je vais revenir sur une intervention que tu as fait lors de ton récent podcast. Tu as parlé des 4 master keys du potentiel. Tu as parlé de technique, tu as parlé de physique, tu as parlé de mental et d'environnemental. Est-ce que tu peux détailler ça un peu plus? Ouais, on peut le développer. Parce que souvent, maintenant je suis à Paris, donc maintenant je vois un peu les parents ou des coachs parler de ouais, lui il a un beau potentiel. Il a un beau potentiel. Le potentiel, pour moi, c'est quelque chose de très important déjà. Quand tu me dis potentiel, quand tu me parles à moi en tout cas, moi j'analyse le joueur. S'il n'a pas tous ces aspects que tu as énumérés, ça ne sera pas bon. Quand on parle de potentiel, c'est que tous ces éléments que tu viens de dire soient réunis pour dire qu'il a un potentiel intéressant. S'il l'a pas, s'il y a un truc qui manque, eh ben pour moi, il n'est pas complet. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà. Quand je vois un jeune, et c'est ça ma force que moi j'ai aujourd'hui, c'est que moi, je sais d'où je viens, j'avais un potentiel. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec La Fontaine, par exemple. Moi, je prends mon cas à moi. J'étais pas bon techniquement. J'étais bon mentalement parce que mon père m'a formé quand même. Donc, j'avais le mental. J'étais précoce, donc physiquement, j'étais un peu plus grand que les autres. Et je courais super vite. Ah, j'avais une vitesse, ça c'est sûr. Donc, je pense que Francisco et l'équipe de Clairefontaine, quand ils m'ont vu, c'est là-dessus qu'ils ont misé. Tu vois, l'environnement, tu connais Clairefontaine, c'est l'environnement propice, idéal. Les terrains verts, tout ce qui est alimentation, c'est parfait. Les coachs, l'environnement, quand je parle d'environnement, je parle des coachs, des encadrants. Tu vois, tous ces éléments sont trop importants pour un jeune. Quand je parle de la technique, c'est la technique de passe, de contrôle, de frappe. Ça, c'est la technique. Je parle de technique pure. Quand je parle de mental, c'est tout ce qui va aller autour de tout ce qui est mental, c'est-à-dire la gestion de la pression, la détermination, la faculté de compréhension des ateliers. Le coach te propose un atelier à faire, technique, faut comprendre rapidement. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu sors. Exact. En fait, tous ces éléments que tu viens d'énumérer sont trop importants et c'est ce qui fait qu'un joueur pourra éventuellement passer un cap. Si ce n'est pas réuni, il ne réussira pas. C'est évident. C'est pour ça que quand je vois des jeunes à Paris, et Paris c'est un vivier de footballeurs très méchants, très très bons, ce qui manque aux jeunes, c'est le mental. Ils parlent mal, ils respectent pas, ils n'écoutent pas. On leur dit de faire un exercice, ils ne le font pas bien. Et ça, juste ce détail-là, tu peux être très bon techniquement. Attention, ils sont très forts techniquement, ils sont très forts physiquement, parce qu'on a beaucoup de joueurs physiques dans la banlieue et même en France. Et tu ne passeras pas. Parce que mentalement, tu n'es pas prêt. Et souvent, tu vois, et là j'en ai un qui est à la PFA actuellement, qui a fait des matchs, s'appelle Bakary. Il le dira, c'est intéressant d'écouter son histoire. Mentalement, il n'était pas prêt. C'est-à-dire en jeune, c'était un bordélique. C'était un bordélique. Et il s'est rendu compte à 20 ans, 21 ans, oh là c'est chaud pour moi. Je commence à comprendre qu'en fait, il faut que je me calme, que je sois plus calme, que je sois un peu à l'écoute. Voilà. Mais en France, c'est peut-être trop tard pour toi. Mais peut-être ici, t'as une chance. Tu vois. Et souvent, c'est à 20, 21 ans, 22 ans que les petits se rendent compte que j'aurais dû changer ça, écouter mon coach, etc. Parce qu'à l'époque, j'écoutais pas. Tu vois, ça, c'est des trucs tout bêtes. Figure-toi qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai fait un live avec un des plus grands journalistes sportifs belges. C'est un ami en plus avec qui j'ai grandi. Il s'appelle Julien Courtois. Et il y a une intervention qu'il avait faite qui m'avait vraiment interpellé, où il disait que pour lui,
sont pas forcément les joueurs les plus talentueux qui arrivent au plus haut niveau. Bien sûr. Est-ce que tu confirmes? 100%. Moi, je suis l'exemple type. Je n'étais pas talentueux. J'avais une qualité qui était physique, c'était la vitesse. J'avais une grosse détermination et j'étais vraiment dans chaque atelier, chaque travail, chaque jour, chaque heure qu'on me mettait à l'entraînement, j'étais déterminé. L'intensité que je mettais dans mes entraînements, c'était du haut niveau. Je transpirais carrément. Quand je voyais des petits qui transpiraient pas, mes coéquipiers, je voyais qu'ils transpiraient pas. Moi, je transpirais, j'étais mouillé. Pourquoi ? C'est l'intensité que je mettais dans chaque entraînement. Dans chaque gamme qu'il mettait en place Francisco, il y avait trop de détermination. Ça fait que j'étais pas talentueux, techniquement, mais à force de répéter, mais d'une manière vraiment intense, et ben je suis arrivé parce que je suis arrivé. Alors que d'autres étaient beaucoup plus forts que moi. Techniquement, c'était beaucoup plus fort que moi. Et j'avais beaucoup de respect pour eux, parce que je les voyais comme des grands. Je les voyais, il est trop fort, lui. Donc je voulais lui ressembler. Donc je répétais. Et eux, ils me regardaient, ils disaient, mais lui, il est fou, lui. Tu vois ? Mais or que, effectivement, j'avais pas un talent, j'étais pas, voilà. Mais je te jure, j'ai répété tous les jours. Et c'était long, hein. Parce que 3 ans de Clairefontaine, plus après la formation à Rennes, c'est du 4 ans, 5 ans où je n'arrêtais pas. Franchement, j'arrêtais pas. À chaque entraînement, j'étais fatigué. Mais ça a duré 5 ans, ce truc-là. Exactement. Maintenant, les enfants, quand je les vois, des fois, je les vois sur les réseaux, ils sont là, ils pensent que c'est arrivé. Exactement. Les gars, c'est pas comme ça. C'est trop dur. C'est trop intense, en fait. Les gens, ils pensent qu'ils vont réussir comme ça parce qu'on les dose trop vite. À cause de ça, il y a trop de choses qui se passent qui font que l'enfant, en fait, on lui ment. C'est du mensonge. Il doit travailler. Mais dur. Moi, je suis l'exemple type. Le prototype type, c'est moi. J'avais pas de talent. Bretigny, j'ai fait des essais, ils m'ont pas pris. Parce qu'ils n'ont pas vu en moi quelque chose d'intéressant. Mais heureusement que c'est pour ça qu'aussi même le coaching, c'est très important. L'encadrant qui va te prendre, ils sont tous différents. Ils ont tous une vision du football différente. Et c'est pas parce qu'un te dit que t'es pas forcément bon ou t'as pas un potentiel qu'on va exploiter que l'autre te dira la même chose. Exactement. Ça diffère. Tu vois, c'est pour ça qu'un enfant qui est déterminé, faut pas qu'il s'arrête à un échec ou 2 échecs. Il doit continuer. Tu vois. Voilà. Maintenant, on va revenir un peu sur ton passage à l'INF Clairefontaine. Donc, tu as fait partie de cette génération 84 dont tout le monde parlait à l'époque, qui a, on peut le dire, qui a écrasé tout le monde. Enfin, quasiment tout le monde. Quasiment. Je sais que par après aussi, donc tu as beaucoup fréquenté l'équipe de France, avec laquelle tu as même été champion du monde en 2001 à Trinidad. Ouais. Qu'est-ce que cette équipe avait de particulier ? Ou du moins cette génération ? Cette génération, en tout cas en jeune, on avait cet esprit d'équipe là. D'ailleurs, d'abord il y avait un talent. Il y avait il y avait des individus qui étaient vraiment très forts. À l'époque, je prends juste Clairefontaine. À mon époque, à Clairefontaine, j'avais des individus très bons et qui avaient une grosse progression. Ça veut dire que le travail qu'on nous a inculqué, les valeurs qu'on nous a inculquées, on les a absorbées et puis surtout on les a mis en application sur le terrain. Et il n'y avait pas d'animosité entre nous, on était tous unis. C'est ce qui a renforcé un peu le truc, parce que avoir des individus c'est bien, mais après être collectivement fort, ça c'est autre chose, ça c'est un autre niveau. Et à Clairefontaine je l'avais, parce que Francisco il a su nous l'inculquer. Ça veut dire que après c'est parti au-delà de Clairefontaine, parce qu'après on a fait les sélections, même Île-de-France. Avant de commencer par l'équipe de France, il y avait les sélections Île-de-France. Ça veut dire qu'il y avait la sélection de Paris, on jouait contre la Bourgogne, on jouait contre la Bouches-du-Rhône, contre la Normandie. Et en fait, cette sélection Île-de-France était composée à 80% de joueurs de Clairefontaine et 20% de joueurs du PSG. Il y avait du PSG plus de Clairefontaine. Donc imagine un peu le potentiel qu'il y avait sur un terrain. Là, on s'est fait une réputation déjà là. Là, on a écrasé tout le monde. Toute la France savait que l'Île-de-France, là, fallait pas blaguer avec eux. Parce qu'on avait le PSG avec nous, on avait les gens de petite Clairefontaine avec nous. C'est trop puissant. Donc là, on s'est fait un nom. Ça, c'était en U15. Et U15, déjà, dans toute la France, ils savaient que eux, là, faut pas parler avec eux. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de France, elle arrive. Et Jodard, qui était le sélectionneur à l'époque, bah forcément, il voit le potentiel, donc il recrute
50% des jeunes de l'INF, Clairefontaine, en équipe de France, plus les meilleurs du PSG en équipe de France, plus les meilleurs de France. Donc il y avait la Normandie, Tongol, le Talek, il y avait ceux de Bouches-du-Rhône, du sud de la France, il y avait Grax et plein d'autres encore, j'en passe, et des meilleurs. Ben Saada. Berthaud, Jérémy Berthaud, voilà, Berthaud de Lyon, etc. Ça fait qu'en fait, on était comme les leaders, les Parisiens là, on était les leaders, on était des bons gars, on a accepté tout le monde entre guillemets, et ça fait que cette équipe de 84, on était grave unis, tu vois. L'union a fait qu'on était fort au-delà de l'aspect individuel, qui était vraiment du haut niveau. Et on a traumatisé trop de gens en Europe déjà, avec l'équipe de France. Ah ouais, les Espagnols, les Anglais, c'était les Belges, Belges, les Suisses. Mais donc, encore aujourd'hui, quand on en reparle, c'était. Or pourquoi ? C'est comme ça, c'est générationnel, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a eu des éducateurs adéquats, surtout les éducateurs, parce que c'est important. On parle pas assez d'eux. On parle beaucoup des joueurs, ouais, lui il est trop fort, mais on parle pas assez des éducateurs qui étaient là, qui ont pris sur eux, qui ont pris de leur temps, qui ont été là à côté de nous pour dire hey, ta passe elle est pas bonne, vas-y continue, qui mentalement nous ont encouragés. Trop important, parce que l'impact d'un éducateur sur un jeune, il est trop important. Et nous, on a eu la chance d'avoir des éducateurs, des coachs de qualité. Sur Francisco, je parle encore de Jodard avec l'équipe de France, ou encore d'autres que j'ai eu à Rennes. C'est exceptionnel. Donc cette génération-là s'est formée là-dessus, sur du respect, sur de l'engagement, détermination, et surtout aussi des individus qui étaient de qualité. Et de là, on a été connus dans le monde entier. Alors, justement, comment s'est fait ton recrutement au Stade Rennais par la suite ? En fait, dès ma première année à Clairefontaine, lorsque j'arrive, je fais 1 an. En fait, Rennes me remarque. Et je savais que Rennes avait un partenariat avec le Bretigny à l'époque. Donc ça a facilité un peu les échanges, ça a facilité les accords que j'ai pu avoir avec Rennes. Mais je signe un petit contrat. Ça s'appelle un contrat ANS, contrat de non-sollicitation. C'est pour dire que voilà, Jacques Faty, il a signé à Rennes et puis personne ne le touche. Donc voilà. Et forcément, moi, pour un jeune comme moi, première année avec Clairefontaine, qui savait rien au football, d'avoir un club comme Rennes qui me contacte, direct j'ai dit oui, je pouvais pas dire non. J'ai dit attends, un club pro qui vient me chercher comme ça. J'ai signé direct mon contrat à ANS. On était 2-3 à avoir signé à Rennes à cette époque-là. On a signé et puis ça nous permettait de faire nos 3 ans et après partir à Rennes après les 3 ans à Clairefontaine. Et mais la loi Bosman elle est arrivée entre temps, donc ça a tout chamboulé. Ça fait que je signe à Rennes, mon premier contrat, et à la fin de mes 3e années, je re-signe un contrat espoir. Donc c'est un contrat un peu plus huppé entre guillemets, qui me donnait un salaire maintenant. Donc après mes 3 ans à Rennes, je signe espoir, enfin mes 3 ans à Clairefontaine, je signe un contrat espoir à Rennes parce que d'autres clubs étrangers qui étaient là, qui voulaient me récupérer. Ok. Mais maintenant, toujours par rapport à ça, est-ce que ton adaptation elle a été facile vu que tu étais à l'INF où tu étais quand même déjà avec des joueurs d'un excellent niveau, on peut dire. Et justement, est-ce que ça t'a aidé à ce qu'à Rennes, ton adaptation soit plus simple, on va dire ? Ça m'a aidé, oui et non. Ça m'a aidé, oui, parce que j'avais déjà l'esprit vivre en collectivité, vivre en groupe. Donc ça, j'avais déjà. Mes 3 ans de Clairefontaine, je me suis dit, quand je vais arriver à Rennes, ça va être un peu pareil, quoi. Même cocon, même prise en charge, alors que c'est pas du tout le cas. Clairefontaine, c'est vraiment c'est l'esprit famille, il n'y a pas une concurrence qui est... c'est pas malsain. C'est pas malsain, on est une famille, on est ensemble, on dort ensemble tous les jours, donc forcément ça crée des liens comme de famille. Mais Rennes, c'est différent. Rennes, j'arrive là-bas, je me dis peut-être ça va être la même chose. Mais non, en fait, parce que les mecs, ils viennent de différentes villes de France. Et je commence à voir la concurrence, un peu, tout ce qui est malsain. Le mec, il s'en fout de quitter. Il s'en fout. Moi, je suis né qu'un nom, donc moi, ils ont quand même respecté. Je suis quand même en équipe de France des jeunes, surclassés, etc. Donc moi, ils m'ont respecté quand même. Mais j'ai vite senti qu'en fait, à Rennes, là, c'était plus maintenant, ça rigole plus. Chacun pour soi, chacun pour sa peau. Voilà, chacun pour soi et tout. Alors que moi, je suis arrivé avec mon statut. Il n'y avait pas chacun pour soi. Moi, j'ai dit, les gars, on est ensemble. Quoi qu'il arrive, on va passer des étapes ensemble, on va grandir ensemble. Et c'est mieux on est ensemble que séparés, tu vois. Donc moi, j'ai créé ce truc-là au sein du centre de formation. Je suis vraiment arrivé comme un gars pas intouchable, mais j'ai un statut et vous allez respecter ce statut-là, tu vois. Et ils l'ont respecté rapidement.
À Rennes, je suis arrivé, ils m'ont respecté rapidement. J'étais pas un gars injuste. Moi, je voulais juste créer ce que j'avais perdu avec La Fontaine, tu vois. Créer cette solidarité entre nous, cette force. Et en fait, Rennes m'ont donné les clés pour ça. Et en plus, ils ont recruté beaucoup de gens de La Fontaine qui sont venus par la suite, en 2e année. Briand, Bru, tout ce monde-là. Ils sont tous suivis. Et c'est là que ça a perduré cette faculté cette machine à gagner, cet état d'esprit de vainqueur que j'ai gardé à Rennes jusqu'à chez les pros. Hein. C'est-à-dire j'ai gagné avec La Fontaine, après j'ai continué à gagner à Rennes de manière extraordinaire. Mmh. Maintenant, on peut dire que c'est à ce moment-là aussi que tu t'es rendu compte, non seulement de ton potentiel, mais aussi que tu pouvais vraiment faire une carrière pro. Ouais. Alors là, je me suis dit, c'est bon, je suis chaud maintenant. Après 3 ans de galère avec La Fontaine où j'en ai mangé avec Francisco, faut savoir que j'étais attaquant avant. J'étais pas défenseur. J'étais attaquant pendant quelques semaines. Francisco m'a vu, il m'a dit, toi, tu joueras jamais attaquant, toi, t'es trop nul. Et comme ça, clairement, il m'a dit, hey, toi, tu feras jamais carrière attaquant. Va en défense. J'ai rien compris. Il m'a dit, prends une balle, tape contre le mur, fais que des passes. Des fois, je voyais mes collègues jouer, moi, je faisais que des passes tout seul. Je te jure. C'était, à cette époque-là, bizarre. Pas humiliant, mais je me suis dit, je vais rentrer chez moi. C'est ça avec La Fontaine, je rentre chez moi, c'est mieux. Je suis à Paris en 91, dans la banlieue, c'est bon. Mon père, il disait, non, t'inquiète pas, travaille. Des fois, j'ai passé des moments de galère, des moments, en plus, où t'es seul, tes parents sont pas là. Donc là, Francisco me fait passer de attaquant à défenseur. Et c'est là vraiment, j'ai charbonné. Où là, mon niveau, je l'ai vu monter. Et c'est là que Francisco, il m'a dit, tu commences à comprendre, tu commences à être fort. Donc il a commencé à bien m'aimer, tu vois. Au début, c'était dur, hein, il était trop sévère. La première année, il est trop sévère. 2e année, il a commencé à me dire, c'est bon, Fatih, là, moi, je t'aime beaucoup. Tu joues bien, tu comprends. Exercice 100%, t'es fort, bref. Après, surclassement en équipe de France, c'est-à-dire que j'étais avec les U15, j'étais U14. Surclassement, là, j'ai vu que j'avais un niveau quand même. Je me suis dit, bon, si tu es en équipe de France là, c'est que t'as un niveau quand même. Exact. Et après, les U15, U16, équipe de France, où j'ai intégré mon équipe de prédilection, où là, on a joué, j'étais capitaine. Où tu gagnes en prestance, tu gagnes en confiance en maturité, etc., en leadership. Et après, voilà, quoi. Donc, quand j'arrive à Rennes, j'arrive avec un CV, certes, mais avec un bagage quand même costaud. Il n'y a pas un qu'à mon niveau à Rennes, tu vois. Donc j'arrive là-bas, par contre, il faut prouver. T'arrives, tu dois montrer. Exact. Mais moi, j'arrive blessé, tu vois. J'arrive, je suis blessé parce qu'il y a plus de pubalgie, tu vois, les trucs de croissance et tout. Et c'est là que Rennes, ils se sont posé des questions aussi par rapport à moi. Qu'est-ce qu'on fait avec Fatih ? Est-ce que Fatih, les clubs étrangers le veulent ? Est-ce qu'on le laisse partir ? On ne laisse pas partir ? Et c'est là que Patrick Rampillon, que j'embrasse, c'est Patrick Rampillon qui m'a recruté à Rennes, ne m'a jamais abandonné. Il m'a dit non, lui là, dès qu'il va être bien, là, vous allez voir. Laissez-le tranquille. Donc je me suis préparé, j'ai pris du temps et je suis revenu sur les terrains et là j'ai pu faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et puis après c'est bon, je me suis envolé. Mais justement là tu m'as fait une petite passe D. Donc je vais en profiter. Comment est-ce qu'on peut refuser Manchester United ? Il n'y avait pas que Manchester. Ouais, c'est ça, il y en avait d'autres aussi. Il y en a plein, ils m'ont dit comment j'ai fait pour refuser ça. Ouais. Mais dans le contexte, quand tu resitues un peu le contexte, tu reviens en arrière et en fait, le plan de carrière de Rennes, pour moi, me permettait d'être professionnel, entre guillemets. Dans le sens où... Bon, c'est vrai que c'est dur à refuser, Manchester United. C'est dur à refuser, c'est vrai. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais pourquoi tu as refusé Manchester ? Et même Liverpool, Manchester, il y a des clubs italiens. Ils m'ont dit, viens chez nous. Il y avait de l'argent. À l'époque, à Manchester, tu sais, il y avait qui défendait ? Il y avait des Sylvestre encore, il y avait même pas Stam. Je sais pas si Stam il est encore là-bas. Ouais. Il y avait quand même une défense, c'était le grand Manchester, c'est pas celui d'aujourd'hui, c'était le grand Manchester. Donc beaucoup de gens m'ont dit aussi, ouais, mais si tu vas là-bas, tu vas jouer devant Stam, toi. Tu vas jouer devant Sylvestre. Calme-toi. Ils m'ont dit, calme-toi un peu. Là, à Rennes, ce qu'ils te proposent, c'est un projet. Et effectivement, ils ont eu raison, parce que Rennes, ils avaient un vrai projet. Et on a été, nous, les précurseurs, on a été les premiers. Ils m'ont pris moi, et d'autres comme Bourillon, Dido, Gourcuff, Briand, avec un projet pour nous. Genre les gars, maintenant, Pinault, qui était un milliardaire propriétaire du club, il avait dépensé beaucoup d'argent pour recruter des Brésiliens, des 100 millions, des 20 millions, 30 millions d'euros pour prendre des Brésiliens, Uruguayens, Argentins, pour jouer à Rennes, ça n'a pas fonctionné. Donc beaucoup de dépenses pour rien. Là, il a dit quoi ? On arrête tout ça,
Maintenant, on forme des jeunes, on investit dans la jeunesse. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, pile poil, tu vois. Je suis arrivé à ce moment-là. Et ce projet-là, pour moi, me parlait mieux que de partir dans un pays que je ne connaissais pas, l'Angleterre, dans un grand club. Parce qu'il y avait un vrai projet, réel projet de former les jeunes et de les exposer en première division, tu vois. Et ils ont tenu parole, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, Rennes. Jusqu'à aujourd'hui, Rennes est connu, maintenant réputé dans le monde entier et en France pour recruter, pour former des jeunes et les lancer en professionnels et après les vendre. Et nous avons été les premiers pour ça. La génération Fati, Mvouemba, Gourcuff, Dido, etc., Nguema, c'était ça. Jonathan Bru, Jimmy Briand, c'était que ça. Donc je pense que j'ai pas eu tort de refuser Manchester et de rester à Rennes, parce que j'ai signé pro à Rennes, j'ai joué en pro à Rennes, j'ai fait plus de 100 matchs avec Rennes. On a eu la chance de faire des grands matchs, nous qualifier pour la Coupe d'Europe et tout, donc c'est pas ce que je regrette le plus. Ok. Mais justement, est-ce que tu peux quand même nous réexpliquer en fait les circonstances dans lesquelles tu as rencontré le grand Alex Ferguson ? Ouais, ok. Je suis au centre de formation de Rennes et je suis blessé. C'est-à-dire que j'ai mal aux adducteurs, j'ai une pubalgie, donc je m'entraîne, mais je suis pas à 100%. Rennes doutait un peu à ce moment-là. Est-ce qu'on me garde, est-ce qu'on ne me garde pas ? Et mon agent, qui était Bruno Satin à l'époque, il me dit, bah écoute, pourquoi pas, on va voir, on va anticiper, on sait jamais. Et un jour, il vient à Rennes, il me dit, viens et tout, on a un rendez-vous. On a un rendez-vous ? Ok, on va aller à Nantes aujourd'hui. J'ai peut-être le FC Nantes. Tu vois, on sait jamais, parce que plus Rennes-Nantes, c'est des clubs, tu vois, c'est une grosse rivalité, donc je me dis, attends, peut-être pas. Et il me dit rien, donc il me prend dans la voiture et on roule. Et sur la route, il me dit, bon, Doudou, je te le dis, on va voir Sir Alex Ferguson, parce que Manchester, ils sont là. Oh, moi je me tends dans la voiture, tu vois, je me tends et tout, je suis devant, je me tends, je te regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu me dis ? Il me dit, ouais, il veut te rencontrer parce que il a vu en toi quelque chose et tout, et on va l'écouter, mais bon, là t'es au courant, donc tu vois, donc on roule, tu vois, on roule vers Nantes et tout, et on arrive à l'hôtel, on tape à la porte, et là je vois Alex Ferguson, j'ouvre la porte, je vois sa grosse tête. Le mec que je vois dans l'équipe du dimanche, tu vois, pour moi, c'est un truc de fou, tu vois. Bah oui. Et avec son accent britannique, il arrive et tout, il nous serre la main. Il est content de me voir, carrément. Il est content comme si c'était, tu vois, son poulain. Il me prend comme ça, il m'embrasse, et puis il m'assoit, il dit, assieds-toi. Moi, personnellement, je me prends dans un rêve. Tu vois, c'est trop bizarre. Je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? T'as dû te gifler un peu, voir si c'était réel, ce qui se passait là. Mais quelques années avant, j'ai vu Gérard Rouillet quand même. Parce qu'il me voulait aussi à Liverpool. C'était quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Mais c'est un Français, mais c'est quelqu'un. Ou Gérard Rouillet, comme c'est Liverpool, voilà. Mais Manchester, moi j'étais fan de Manchester en plus à l'époque. Moi j'étais fan de York & Cole, tu vois, le jeu Giggs, Beckham. On était plus mancunien que de Liverpool. Mais de le voir en vrai, en fait, c'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un d'aussi connu, tu vois. Et ça choque, tu vois. Et le mec, il est là et tout. Ça parle d'un tableau, ça parle de chiffres et tout, tu vois. Voilà, moi, j'ai un contrat de 5 ans. Voilà les chiffres sur première année, deuxième année. Mais je vois trop de zéro, frère. On parle en plus, tu vois. Je vois trop de zéro. Je dis, mais tout ça pour moi, je vais rester cet argent-là, tu vois. Ça. Et tu bugs, tu te dis, mais là, c'est du sérieux maintenant, tu vois. Là, tu rentres dans la cour des grands, entre guillemets. Et là, je m'assois, on tape à la porte encore, je vois Beckham, il rentre. Oh, là, tu vois Beckham. Moi, je suis petit, j'ai 16-17 ans. 17 ans, je vois Beckham. Et il me serre la main. Hey mate. Je dis, ah ouais, non. Là, c'est trop. Là, t'as envie, toi, t'es poussé par le truc. Tu vois. T'as envie de jouer avec eux, venir à l'entraînement, tout ça. T'as envie, tu vois. C'est un rêve de gosse, carrément. Mais après, t'inquiète pas, ils m'ont vite ramené à Rennes. J'ai vite revenu dans ma chambre. Je me suis vite calmé, mon gars. Il m'a ramené à Rennes. Rennes, ils ont su ce truc-là. Ils ont su que Jacques Fati, peut-être, pouvait partir et tout. Pinot lui-même. Pinot a appelé, il a dit, hey, lui, il va nulle part. Voilà, c'est calé. Il va nulle part. Bah là, t'as vu, reste et travaille, c'est tout. Mon rêve, il a duré quelques heures, là. Je suis revenu à Rennes. Il m'a dit, écoute, continue à Rennes, c'est mieux, tu vois. Voilà, ça s'est fait comme ça. Maintenant, on va commencer à parler un peu de ton début de carrière. Donc, tu fais tes premiers pas au Stade Rennais, mais qui on peut dire, est le club qui t'a formé. Maintenant, est-ce que l'adaptation, elle a été facile quand tu t'es retrouvé avec la première équipe ? Bah, en fait, je suis champion du monde avec la France. Je reviens avec mon statut de champion du monde.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on joue les équipes, on joue l'Espagne, enfin on joue pas l'Espagne, mais il y avait Torres qui était là, l'Espagne qui était là, on joue l'Argentine, le Brésil. Et dans ces équipes-là, déjà, il y a des jeunes qui sont déjà avec les pros. Nous, on est déjà, tous, les 23 joueurs, on était en équipe réserve dans nos clubs respectifs. Mais Torres était avec les pros déjà, il jouait déjà, on voyait déjà le week-end jouer avec l'Atlético. Nous, on se disait, ouais, c'est comment? Tu vois, lui, on le voit de l'équipe du dimanche, on le voit, on est assis dans le canapé, on le voit jouer, on est content pour lui, tu vois. Mais j'ai joué contre lui il y a quelques semaines, on les a tabassés. Et lui, il joue. Et voilà, Tevez, il joue dans son pays, là-bas, l'Argentine, avant qu'il rentre en Europe, qu'il vienne en Europe, il jouait chez lui. D'autres joueurs jouaient déjà chez les pros, et nous, on jouait pas encore. Donc, il y avait une certaine forme d'impatience. Tu vois, on gagne la Coupe du Monde, donc on nous écrase tous. On est connus, 84 générations. Eux, là, ils sont trop forts. Donc, qui va passer pro le premier, tu vois, c'est qui? Donc, on a vu le Talek, Sinama Pongol et le Talek, eux, ils signent rapidement. Liverpool. Megni, lui, va à Bologne. Il est déjà là-bas, il est en pro, donc il commence à jouer. Après, il y a les Rennais. Il y avait moi et Florent Chénion, on était deux. Et moi, j'arrive avec mon titre de champion du monde, j'arrive et tout. Donc, je me dis, bon, dans les prochaines semaines, ils vont me prendre avec les pros, c'est obligé, tu vois. Ouais. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, non. Pas avec les pros encore. Et vu que je suis dosé, parce que beaucoup de clubs me veulent et tout, donc tu vois, ça monte au cerveau du jeune, ça monte au cerveau, et je me dis, mais c'est pas normal, je me plains, tu vois, pourquoi ça se fait, je suis pas avec les pros, moi au moins dans l'entraînement, on me prenait pas. Mais c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose, pour être sincère, avec le recul, c'était pas une bonne chose, j'aurais dû être beaucoup plus patient, attendre. D'ailleurs, Rennes, ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit, hey, fais pas le malin, calme-toi, t'es avec la réserve aujourd'hui, reste avec la réserve. T'attends, tu patientes. Donc, à un moment donné, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est au bout du 4e, 5e mois qu'ils m'ont contacté, qu'ils m'ont appelé. Tu arrives au vestiaire de l'équipe réserve, et le vestiaire est là, les pros, c'est juste à côté, tu vois. Et ils m'ont dit, toi, Fatih, vas-y, va avec les pros en entraînement, tu vois. Donc ça a commencé pour moi. Et le passage chez les pros. C'est là que mes futurs coéquipiers, entre guillemets, les pros, ils viennent me voir, dont François Grenet, qui était un ancien joueur. Il me dit, hé, toi là, t'as refusé Manchester United. C'est toi qui as refusé. Pour rester ici à Rennes. Je lui dis, bah ouais, il me dit, t'as pas compris le football, toi encore. Il passe, il me dit ça. Oh, un qui me dit ça, deuxième me dit, toi t'as refusé Manchester. Mais t'es bête, hein. Tu vois, j'avais cette réputation-là déjà, de jeune qui était venu, qui arrive, qui a refusé Manchester United pour rester à Rennes. Mais moi, je maintiens que c'était pour moi un bon choix. Donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait en douceur. Ça s'est fait avec un peu d'impatience aussi, mais ça s'est fait. Et le monde pro et le monde de la réserve, c'est carrément 2 mondes différents, tu vois. T'as les pros, c'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus rapide. Faut être beaucoup plus concentré. Et voilà, quoi. Ça s'est bien passé. Mais justement, t'as parlé aussi, tu vois, quand tu parlais de Clairefontaine tout à l'heure, tu disais que c'était comme une famille. Là, maintenant, t'es dans le monde pro. C'est pas la même réalité. Non. Mais tu nous as expliqué aussi, tu vois, que t'étais quand même quelqu'un qui, de nature, était fort mentalement. Est-ce que justement, tu vois, c'est ce côté mental, tu vois, est-ce que ça t'a vraiment aidé à t'imposer, en fait, dans le noyau de l'équipe A? Le mental, moi, je le dis tout le temps. En tout cas, pour moi, et c'est valable pour tout le monde, c'est 50% de ta réussite dans le football. 50. Le mental prend une grosse partie dans ta réussite. Si t'as pas le mental déjà, et après le mental on peut le développer encore une fois, tu vois, si t'as pas dans le mental, si t'as pas cette détermination, cette motivation quotidienne, si tu mets pas d'intensité psychologique dans tout ce que tu entreprends, si t'arrives pas rapidement à comprendre ce qu'un coach veut de toi, que ce soit chez les jeunes ou chez les pros, si t'as pas ça, si t'arrives pas à gérer tes émotions, tu vois, c'est souvent ça aussi, c'est la maturité émotionnelle. Si t'arrives pas à gérer rapidement tout ça là, t'auras beaucoup de mal dans ce monde-là, dans ce monde du football. Clairefontaine, on était un peu vraiment dans un cocon. Rennes, t'as plus de liberté, mais il y a une grosse concurrence où là tout le monde s'en fout de tout le monde, c'est marche ou crève. Et là t'arrives chez les pros, là c'est un autre univers. Un univers vraiment que je trouve un peu malsain entre guillemets, mais qui est beau parce que tu découvres des choses, tu joues au football, après t'as la presse qui rentre dans le truc, t'as des contrats, t'as de l'argent, t'as de la concurrence qui est un peu des fois déloyale, mais tu rentres dans ce monde-là. Alors si t'as pas tous ces éléments-là mentaux pour t'adapter, pour pouvoir accepter tout ce qui se passe, bah t'auras trop de mal. C'est pour ça que beaucoup de jeunes, ils sont bons en jeunes, mais ils arrivent chez les pros, ils tombent. C'est pour ça que l'équipe de France, championne du monde 84,
la moitié ne réussissent pas. La moitié ont disparu. Parce qu'à un moment donné, il y a une partie psychologique là, mais qui est prépondérante, qui est trop importante à un moment donné. Si tu ne l'as pas, tu flanches. Et nous, on arrive, champion du monde, on se dit, on est arrivé déjà. Parce qu'on a 17 ans quand même. C'est pour ça que quand je vois des petits dans 14 ans, ils sont super forts, ils disent ouais, je vais réussir. Nous, on avait 17 ans. Champion du monde. C'est-à-dire qu'on était au-dessus de tout le monde. En tout cas en France. À 17 ans, on n'a pas réussi le cap, on n'a pas passé le cap 18-19 ans pour passer pro. La moitié. La moitié n'ont pas réussi. Comment vous m'expliquez ça? Comment tu l'expliques? C'est pour ça que quand je vois un petit 15 ans, 14 ans, 13 ans, ouais, c'est un crack. Lui, c'est un crack, c'est sûr, il va réussir. Ah bon? Absolument rien dire. Mais ça veut absolument, c'est stupide de parler comme ça. Moi, je suis encore le très bon exemple. La moitié de l'équipe de France championne du monde, des 17 ans, pas des 15 ans, 17 ans, et ben la moitié ne réussissent pas. Voilà, expliquez-moi ça. C'est pour ça que la partie mentale, elle est trop importante. Faut savoir gérer, hein. Gérer les émotions, pas facile. Maintenant, tu as fait à peu près une centaine de matchs, donc 5 ans en tout. Puis après, tu passes dans une autre dimension. Tu passes dans une autre dimension parce que tu signes à l'Olympique de Marseille. Alors, c'est sûr que l'Olympique de Marseille, c'est pas la même réalité qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le PSG qui est le plus grand club français, on va dire, ou du moins le plus médiatisé. Mais à l'époque, c'était Marseille. Et on est d'accord, tu vois, que quand tu passes de Rennes à Marseille, c'est pas pareil. Totalement. Alors, toi, en tant que joueur de foot, comment tu gères ça? C'est là maintenant que je vais te dire que tu as vu, l'aspect mental il est très important et que c'est là-dessus où j'ai pas pu passer le cap et m'imposer à Marseille. Parce que j'avais tout pour réussir à l'OM et je l'ai pas fait parce qu'il y a une partie psychologique, une partie discipline, une partie que j'ai pas pu, ou j'ai pas su à ce moment-là en tout cas assumer ou assurer pour que je puisse pérenniser un peu mes trucs à Marseille et rester là-bas sur le long terme. Valbuena a réussi. Valbuena, il est resté. Il a réussi. Mandanda, on est venu en même temps. Steve, Mathieu Valbuena, moi-même, on arrive en même temps. Tous le même âge d'ailleurs. Tous 84. Même âge. 85, Steve, 83, Mathieu. C'est même promotion, génération. Et c'est ça que moi, j'ai pas su gérer. Je quitte Rennes, déjà à contre-cœur, parce que Rennes, moi, je voulais rester. Mais bon, encore une fois, problème de contrat, pas contrat, fin de contrat, rupture de contrat, bref, c'était compliqué. Ils ont voulu me refaire signer à Rennes. Moi, je voulais signer à un moment donné, mais le contrat n'était pas bon, donc j'ai pas voulu signer. Donc ils m'ont mis sur le banc pendant 6 mois. J'ai pas joué pendant 4 mois, pardon. J'ai pas joué un match sur le banc parce que j'étais fin de contrat, donc ils voulaient pas m'exposer, c'est fini. Là, j'ai commencé à comprendre le football, comment ça fonctionnait, tu vois. Y a pas de pitié. Tu veux pas, contractuellement, tu veux pas signer le contrat, ok, sur le banc de touche. Et c'est entre guillemets, les aléas. Un joueur se blesse et je rentre. Après, j'ai terminé la saison en trombe avec Rennes. Mais je quitte Rennes. Là, je rencontre Pape Diouf, qui était à son âme, qui est décédé. Et Pape Diouf me fait un bon contrat, un très gros contrat à Marseille. Je suis très content. Et il me prévient en plus, Pape. Il me dit Marseille, c'est pas Rennes. Marseille, c'est pas 100%, c'est 200%. L'Olympique de Marseille, c'est quelque chose. Tu vois. Et là, je sens la pression. Moi, je me dis, je suis déterminé, je vais signer, je viens pour jouer. Je signe direct, quoi. Et lorsque j'arrive là-bas, c'est une réalité qui est totalement différente. Quand t'es dedans, en fait, dans le vestiaire, déjà, bon, je viens de Rennes, donc forcément, je suis jeune aussi, donc je veux pas être un titulaire indiscutable, surtout qu'à l'époque, il y avait Rodriguez, JV, ancien monégasque, qui avait l'épopée Ligue des Champions qu'ils avaient fait avec, tu vois. Ils avaient un statut. Ils avaient un statut donc, de titulaire, donc moi, ça m'allait, quoi. Je viens, je découvre, en même temps, je m'adapte et j'essaie de jouer. Donc j'étais dans la rotation, ça se passait très très bien. Et je fais une saison plutôt pas mal. On finit deuxième. On avait mal commencé, on était dernier au bout de décembre, on était presque avant-dernier, on était mal classé. Ils renvoient Albert Raymond et ils font venir Guéret. Et quand Guéret vient, lui, il met tout à plat. C'est ça que j'ai aimé avec lui. Il dit les gars, moi je m'en fous qui est qui, statut, je n'ai rien à cirer. Les meilleurs vont jouer. Et c'est là que moi j'ai vu l'opportunité. Je me suis donné à fond entraînement comme je sais faire d'habitude, tu vois, l'entraînement c'est 200% d'entraînement. Et là il m'a repéré, il m'a dit toi tu veux jouer le prochain match. Et j'ai joué, on a gagné. Champions League, il m'a lancé premier match contre Beşiktaş. Non, c'est contre Porto au Vélodrome.
où là, je joue mon premier match de Ligue des Champions. Je suis comme ça exposé d'entrée de jeu. Je pète un plomb. Je dis, oh, qu'est-ce que je fais au Vélodrome, Ligue des Champions contre Porto? Tu vois, je me dis, tout ça, tu viens d'épiner ce scénar. En fait, moi, j'ai beaucoup de flashs qui me reviennent. Dès qu'il y a des événements comme celui-ci, Ligue des Champions, toi, le petit d'Épinay, t'étais là, où toi, tu voulais pas faire du football, là, t'étais en Ligue des Champions, devant 60 000 personnes. Le genre de ping-pong. Le genre de ping-pong en salle, t'es là, et t'es en Ligue des Champions, t'entends la musique de Ligue des Champions, t'es aligné comme ça, tu joues contre Porto, tout le monde te regarde. Je dis, vraiment, profite de ces moments-là, mon gars. Exact. Ça, c'est des moments uniques dans la vie d'un homme. Donc, c'est là que j'ai pas lâché, j'ai continué, j'ai performé surtout. Et là, Guéret, content, bah vas-y, tu rejoues. J'ai fait peut-être 21 matchs, comme ça, tu vois, à Marseille. Donc, ouais, ça s'est bien passé. J'ai eu une fois une blessure de 2 mois, on m'a taclé la cheville, mais à part ça s'était bien passé, tu vois. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de mieux à Marseille? Travailler plus, éviter les mauvaises fréquentations. Parce que tu sais, Marseille, c'est l'environnement. Et tu vois, moi, j'habite Clairefontaine, l'environnement, il est idéal, idyllique. J'arrive à Rennes, l'environnement, il est idyllique, c'est parfait, tu vois, il n'y a pas de... T'arrives à Marseille, c'est pas pareil. L'environnement marseillais, Marseille, tout ce qu'il y a, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Faut gérer tout type de phénomène qui peut arriver vers toi. Et je pense que faut pas trop sortir des fois aussi, faut rester à la maison. Et moi, je pense que je suis un peu trop sorti. J'ai un peu trop fait d'extra sportif, plus que le sportif, c'est ce que je veux dire. Et ça m'a desservi, clairement. On va pas se mentir, c'est la vérité. Mais je pense qu'il faut passer par là aussi. Ouais, mais ça pardonne pas. Dans le sens où tu passes par là, mais attention, une fois que tu tombes, c'est mort. Et c'est ce qui s'est passé, moi. Moi, c'est une erreur, entre guillemets, qui m'a coûté ma saison, entre guillemets, parce que c'était pas sportif. Sportif, Guéret, il était content de moi. Il a dit oui, l'année prochaine, on va recruter peut-être un autre arrière central, mais tu seras dans la rotation encore une fois et tu gagnes ta place. Comme tu l'as fait cette année, tu vois. T'as fait 21 matchs, 20 matchs, t'as fait les coupes, t'as fait la Champions League, t'as fait les championnats. On a fini 2e, on refait la Ligue des Champions. Là, il a dit, moi, il me faut une équipe large, parce que cette année, je veux être champion, Guéret m'a dit. L'année prochaine, je veux être champion. Et effectivement, ils l'ont été. Ils l'ont été après. Il dit là, on aura une équipe pour être champion. Et moi, j'étais emballé par le projet. Mais c'est l'extra sportif qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pas pu rester à Marseille. C'est tout. Parce que voilà, c'est l'environnement que j'ai pas pu gérer, ou j'ai géré d'une façon qui était mauvaise. Maintenant, on passe le chapitre de Marseille. Tu signes à Sochaux après, qui est un club, on va dire, un peu plus familial, mais c'était la bonne période de Sochaux. Je suis arrivé dans la mauvaise période. En fait, je suis à Marseille. J'ai ce problème-là avec extra sportif, avec Djibril Cissé. Et là, Pape Diouf, qui reçoit un call de Dreyfus, le président, le honneur de Marseille, il dit, écoute, là, les deux Ikoto, là, faut les sortir du club. Donc Djibril, il est prêté en Angleterre. Et moi, je devais me faire prêter. Et moi, je voulais me faire prêter, je devais partir pour revenir après à l'OM. Et en fait, la façon dont ça s'est passé, parce que moi, Pape Diouf, c'est lui qui me le dit. C'est lui qui m'apprend, écoute, Doudou, faut pas te garder cette année, faut te faire prêter. Et tu reviendras l'année prochaine, tu vois. Ça, je l'ai mal pris. Tu vois, je l'ai pris comme une attaque, personnellement, parce que moi, je pensais rien n'avoir fait de mauvais, entre guillemets. Et il me dit, il faut que tu partes. Et vu que je le prends mal, et à ce moment-là, Sochaux m'appelle. Le coach, c'est Gilo. Et Gilo, il me parle au téléphone, il m'appelle, il me dit, écoute, faut que je te parle. Moi, à Sochaux, j'ai un vrai projet. J'ai un projet sur vraiment... mais c'est pas un projet d'1 an. Moi, je te veux pas en prêt. Moi, je te veux vraiment en transfert, tu vois. On fait un transfert, tu viens. Sochaux, c'est pas Marseille, certes. Mais tu viens et tu joues tous les matchs. Y a pas... Tu joues tous les matchs. Et moi, c'est ce que je cherchais, moi. Je voulais vraiment faire une saison pleine. Et de là, j'ai réfléchi 1, 2 jours, 3 jours. J'en parle autour de moi. Après, bon, j'ai accepté. Et là, je fais un transfert sec à Sochaux. Les gens n'avaient pas compris. Ils m'ont dit, mais fais-toi prêter, c'est mieux. Fais un prêt, plutôt partir là-bas. Sochaux, c'est loin. Sochaux, c'est la grisaille. C'est l'est de la France. Tu vas cailler, mon gars. Et puis, tu passes d'un standing marseillais à Sochaux. C'est un peu plus bas, tu vois. C'est pas forcément bien. Moi, je dis, écoutez, moi, ce que je veux, c'est jouer au football. En plus, mon salaire reste le même. Donc, je veux rester, jouer au football. Je veux partir. Donc, je m'en vais. Et effectivement, quand j'arrive à Sochaux,
opération maintien, quoi. C'était pas opération Champions League titre, c'était opération maintien. Parce qu'on avait des jeunes et qu'eux avaient la volonté, Sochaux, de faire pareil que Rennes, faire monter des jeunes pour après les revendre ou les exposer. Donc c'était pas forcément l'idéal pour moi, mais du moment que je jouais tous les matchs, pour moi, ça m'allait, en Ligue 1, etc. Donc on a fait une saison, c'était pas facile, on s'est maintenu en Ligue 1. Deuxième saison, pareil, on se maintient. Et troisième saison, par contre, là, on arrive à maturité. L'équipe, elle était soudée, elle était solidaire, elle était en place. Les jeunes avaient pris en maturité. Et nous aussi, les plus anciens, j'avais que 25 ans, mais j'étais un ancien, 26 ans. Et là, c'est fou, hein. Ouais. Il y avait les petits bouts de bouse, Martin, ils avaient 18 ans, 19 ans. Pour eux, on était des anciens. Et de là, on a joué les places européennes. On avait un jeu à Sochaux qui était extrêmement bon. Il était super. On avait un très bon jeu, un très beau football. Tu vois, le coach, il avait mis en place ça et ça a fonctionné. Ça veut dire que j'ai passé 3 ans à Sochaux, pour moi, très bonne, avec des gens merveilleux aussi là-bas, parce que la mentalité, l'environnement était propice pour moi. Je quittais un peu le truc marseillais où c'était allé dans tous les sens, où là, c'était plus maison, entraînement, tranquille, tu vois, relax. Et là, c'est ce qu'il me fallait pour moi pour m'épanouir dans le football. Maintenant, on va passer plus donc à ton transfert que tu as fait en Turquie. Mais il y a juste on va dire, une petite parenthèse, tu vois, que je voudrais mettre au départ. Parce que bon, on sait aussi tout l'argent qu'il y a dans le football. Et spécifiquement, tu vois, quand on est un joueur de première division, on va dire. Mais justement, est-ce que tu peux nous donner des tips sur comment tu as géré tes finances? Bon, j'ai une grande famille. Et tu connais, on n'est pas famille africaine. Nous, c'est la famille d'abord. Dans le sens où moi, je ne compte pas quand c'est la famille. Dès que j'ai touché mes premiers salaires, moi, ce qu'il me fallait, c'était quoi? C'était mettre bien la maman, le papa, leur prendre une maison parce qu'ils le méritent. C'est-à-dire que j'ai pas eu peur à l'époque de m'endetter, entre guillemets, pour eux. Moi, j'étais pas un gars je m'habillais pas forcément luxueux, j'étais pas fan de ça. J'aimais les voitures, certes, parce que voilà, c'était un plaisir, c'était personnel, sans avoir de Ferrari ou de Lamborghini, c'était des Audi, etc. J'étais pas trop dans l'excès, mais par contre, pour la famille, je l'étais. C'est-à-dire que quand il faut aider des gens au Sénégal, j'étais présent. Mes premiers salaires étaient directs pour les parents. C'est-à-dire que je dépensais à fond pour eux. Même des fois, quitte à mettre moi, des fois, en difficulté. Ça, j'ai pas hésité. Mais très rapidement, après, quand j'ai passé Rennes pour Marseille, bon là, les salaires sont conséquents, il a fallu investir. Donc j'ai investi dans la pierre, par exemple. Ça, c'est des valeurs sûres. C'est ce que j'ai fait. Pas trop non plus. Voilà, moi, ce qu'il me fallait, c'était juste avoir des investissements qui me permettaient de défiscaliser au niveau des impôts. En France, on paie beaucoup d'impôts. Il fallait un peu défiscaliser. Avoir un pied-à-terre à moi-même sur Paris, donc je l'ai pris. Après, moi, je suis pas du genre à... Tu vois, je veux pas être un picsou dans le sens où faut garder et pas distribuer. Moi, je pars du principe où l'argent a de valeur que quand on le partage. C'était ça mon principe à moi. Il y a des gens sur difficulté, il faut les aider. Tu vois, si tu as, tu aides. Si t'as pas, bah tu fais pas. Donc ça veut dire que j'étais pas le plus riche, j'étais pas pauvre du tout. Je manquais de rien. Et jusqu'à présent, je pense pas être le plus riche, mais je suis pas le plus pauvre. Dans le sens où j'ai besoin de rien, je manque de rien. J'ai pas de problème. Après, dans la gestion de l'argent, c'est ça le truc, c'est que chacun a sa vision des choses. Beaucoup de gens, eux, ils ont une façon de fonctionner où ils veulent banquer un maximum de côté, mais mon ami, on n'a pas de garantie sur la vie. Demain, tu peux mourir. Beaucoup de gens aujourd'hui qu'on connaît sont partis. Ils font quoi de leur argent? Ils vont l'emporter avec eux dans la tombe. Tu vois, moi, j'essaie de trouver le juste équilibre entre ça et le fait de pas non plus tout délapider et être avec rien du tout. Mes enfants manquent de rien, ma famille manque de rien, c'est le plus important pour moi. Je compte pas être multimillionnaire. Bon, si je le suis, c'est bien, mais je le répète, l'argent pour moi a de valeur que quand on le partage. Beaucoup de gens en ont besoin. Bah, si on peut les aider, si on peut les booster pour des activités, si on peut les renforcer pour telle et telle chose, et ben faut le faire, tu vois, parce qu'ils n'oublieront pas. Et maintenant, donc là, on va parler un peu plus en détail, tu vois, de ton passage en Turquie. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a influencé on va dire,
à saisir cette opportunité? Déjà, la Turquie, on a fait un match de Ligue des Champions. Donc, on a reçu Beşiktaş et puis on est parti jouer à Istanbul aussi. Donc c'est là que j'ai découvert Istanbul pour la première fois. C'était en 2006, 2007. Ouais, voilà. Je découvre Istanbul. Et franchement, j'ai apprécié Istanbul parce que de par son histoire, de par ses monuments, de par l'environnement un peu des Turcs, le football. Les supporters turcs, ils m'ont choqué, moi. C'était avec l'Olympique de Marseille lorsque j'étais là-bas. Franchement, j'étais abasourdi, j'étais surpris de voir qu'en Turquie, le football avait cet impact-là. Donc, en 2006, j'ai ça dans le coin de ma tête. Tu vois. Donc, je signe à Marseille, j'ai fini Marseille, je vais à Sochaux 3 ans. Et là, lorsque j'étais à Sochaux, des clubs turcs, parce qu'en fait, l'Est de la France, Strasbourg, etc., c'est beaucoup de Turcs là-bas. Okay. Donc les Turcs viennent souvent de ce côté-là de la France pour recruter, voir des joueurs, etc. Tu vois. Et de là, ils m'ont repéré. C'était pour un club d'Istanbul, Kassim Pacha à l'époque. Et j'ai joué à Sochaux. Et ils ont voulu me prendre à un moment donné. Mais Sochaux, ils m'ont dit non, c'est mort, c'est pas la peine, tu vas rester ici, tu bougeras pas. Donc j'ai pas été. Mais après mes 3 ans à Sochaux, moi j'ai voulu rester à Sochaux, prolonger pour faire les places européennes, jouer l'Europe avec Sochaux. Malheureusement, le président n'était pas de cet avis-là. Il a pas voulu me prolonger, ou du moins pas avec les mêmes conditions. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, dans ce cas-là, je vais m'en aller. Je vais pas rester à Sochaux comme ça. Donc je suis parti, fin de contrat, et de là, un agent turc m'a contacté avec, honnêtement, des sommes que je pouvais pas refuser. En plus, en net d'impôt, tu vois, ça veut dire qu'il est venu, il a dit, écoute, je propose la Turquie, avec des grosses sommes d'argent, un club modeste, c'est pas un club non plus, voilà, c'est pas Istanbul. C'est pas Galatasaray. Mais il m'a vendu le truc du genre c'est à côté d'Istanbul, tu vois, il m'a menti le gars. Il me dit oui, c'est à côté d'Istanbul, t'inquiète pas, tu vas kiffer, tu vas aimer. C'est pas à Istanbul, mais c'est comme, tu vois. Il m'a amené à Sivas, le gars, Sivasspor, l'opposé d'Istanbul, c'est dans l'Est, il fait froid, comme au Canada, j'ai plus de force. Je suis arrivé, je vois des montagnes partout, je dis où est-ce que je suis arrivé, gars? Et bref, c'est Sivasspor. En plus, j'arrive là-bas, le coach, il me connaît même pas. En fait, c'était un transfert un peu business. Okay. Qu'ils avaient un projet avec moi de me faire entrer en Turquie, me faire jouer avec Sivasspor et après me transférer à Fenerbahçe. D'accord. C'était ça le plan, tu vois. Et en fait, à mon époque, en Turquie, il y avait une petite mafia qui était organisée au sein de la ligue, où ils faisaient la pluie et le beau temps, quoi. Il y avait 2-3 gars là, ils faisaient un peu tous les transferts et tout, donc ils contrôlaient un peu le marché. Et quand je suis arrivé, justement, le président, actuellement Erdogan, le président a mis fin à tout ça. Il a mis tout le monde en prison. Donc moi j'arrive en fait dans le club, j'arrive à Sivasspor, je vois mon agent, mon président de Sivasspor en prison. Le gardien de but de Sivasspor en prison. Pourquoi? Parce que l'année d'avant, ils ont fait des trucs Paris bidon, tu vois. Okay. Tous en prison. J'arrive, je fais, c'est quoi ce délire? Pas de salaire pendant 1 mois, je commence à comprendre un peu l'environnement turc. Je me dis, bon, c'est pas grave, on fait ce qu'il faut, on prend ce qu'il y a à apprendre, c'est pas grave, on est là, on profite. Donc de là, c'est arrivé comme ça, quoi. Sivasspor, Turquie. Mais j'ai bien aimé. C'est bien. Après, tu pars en Chine. Ouais. Alors, on va dire que ça c'est un des bons côtés du foot aussi, c'est que tu es exposé au monde et tu as vraiment en fait cette possibilité, tu vois, de pouvoir découvrir le monde. Est-ce que c'était ce côté-là, tu vois, du foot qui t'a influencé dans ton choix? Bien sûr. Alors à partir du moment, à un moment donné, je suis à Sochaux, en 2e, 3e année de contrat. Je sais que là, c'est bon, je jouerai plus à Manchester United. J'ai 25 ans, 26 ans. Je sais pertinemment que les grands clubs, entre guillemets, Madrid, etc., c'est terminé. Donc dans le football, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre. Et moi, personnellement, c'était vraiment de voyager, quoi. Voyager, découvrir d'autres civilisations, en même temps jouer de ma passion, prendre de l'argent aussi, et voilà, quoi. Apporter une empreinte partout où je vais. C'est-à-dire qu'en Turquie, j'ai laissé des empreintes, ils ont kiffé, donc maintenant je vis maintenant en Antalya. En Chine, j'ai pu connecter et avoir un réseau de Chinois très intéressants qui m'ont permis aujourd'hui de faire des affaires aussi avec eux. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, à un moment donné, prends ce qu'il y a à apprendre dans le football. Voilà. Et je suis arrivé en Turquie, c'est ce que j'ai fait direct. En Turquie, j'ai créé des liens, un réseau intéressant. Je vais en Chine, pareil. Je suis dans un bon club chinois avec des gros moyens financiers où là je réseaute avec le président, des Chinois, agents, etc., des chefs d'entreprise qui m'ont vraiment aidé même encore aujourd'hui.
Et l'Australie aussi, c'est la même chose. L'Australie aussi, pareil. L'Australie, je vais là-bas parce que c'est le lifestyle australien. Voilà, c'est Sydney, donc c'est magnifique. J'étais avec mon cousin aussi là-bas. Et c'est pareil, quoi. C'est découvrir la ligue, étendre mon réseau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, si tu veux, j'ai quelqu'un qui pourra m'aider si jamais il y a des problèmes. Justement, il y a une intervention que tu avais fait aussi dans un podcast que j'ai regardé. Et tu disais, ton réseau, c'est ton argent. Oui. Tu peux un peu plus définir. Et c'est ce que beaucoup de footeurs ont fait comme erreur. C'est la plus grosse erreur du footballeur, de croire qu'il se suffit à lui-même, il a besoin de personne. C'est pour ça que beaucoup sont sous la paille aujourd'hui, sont sur la paille, beaucoup font des dépressions de fous malades. Pourquoi ? Parce que toute leur carrière, ils restent à la maison, aucune connexion avec le monde extérieur, leur cocon, leur famille, ils font le football, ils rentrent. Pendant 10 ans. Ils n'ont jamais, ne serait-ce que, demandé aux voisins si ça allait bien. Ou ramener un plat de nourriture. C'est-à-dire, voilà, pour connecter, c'est super important. Et moi, j'ai vite compris, en fait, que le réseau, en fait, c'est ce qui te rapportait de l'argent. C'est les connexions, c'est les gens. Ceux qui sont en bas aujourd'hui seront en haut demain. Exact. Et c'est ce que j'ai compris. Moi, il y a des gens que j'ai aidés, ils étaient en bas, fut un temps. Aujourd'hui, ils sont en haut. Ils génèrent des millions d'euros. Ils m'appellent. T'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Tu vois. Ça, c'est ce que je retiens. Et c'est ce que tout le monde doit retenir aujourd'hui. Exact. C'est qu'aujourd'hui, celui qui est en bas sera demain en haut. Si tu vois, toi, t'es en haut, n'oublie pas celui qui est en bas. Aide-le si tu peux l'aider. Demain, il n'oubliera pas. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça. Hein. Des mecs qui m'ont dit, qui sont maintenant, ils ont des chaînes de télé, ils sont directeurs, ils me disent, viens travailler avec moi. Tu vois, ils m'appellent, viens travailler, t'inquiète pas, tu ne fais rien, viens. Aujourd'hui, moi, je suis serein. Parce que je ne regrette rien du tout. Parce que j'ai aidé tout le monde. Tout ce que j'ai pu aider, j'ai aidé. Quand je pouvais aider, je l'ai fait. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ont des postes, même ils n'ont rien. Hein. On se reconnaît, on a beaucoup de respect l'un à l'autre. Mais aujourd'hui, beaucoup ont. Et ils ont des activités. Et puis ils m'aident. Et puis ils me connectent avec des gens qui me permettent d'évoluer. Si aujourd'hui je suis au Canada, c'est pareil, c'est le réseau. Exact. Tu vois, c'est Asun Kamara. Maintenant que je connais Starting Eleven, c'est le réseau. Si c'est pas le réseau, c'est quoi ? Exact. Voilà. Mais justement, j'ai une question aussi particulière à te poser. Et c'est une question que je pose à quasiment tous mes invités. C'est quoi pour toi la différence entre un entraîneur et un éducateur ? L'éducateur, tu peux être entraîneur et éducateur en même temps. Mais tu peux être éducateur et pas un bon entraîneur. C'est ce que je veux dire ou pas ? C'est mon avis. Éducateur ou même encadrant, on dit, c'est plus l'aspect psychologique, l'aspect mental, transmission de valeurs. D'accord ? L'entraîneur, il doit transmettre ses valeurs et en plus de ça, avoir une vision du football qui parle à ton joueur. Je ne sais pas si tu me suis. L'entraîneur, pour moi, il doit acquérir ces deux choses. C'est-à-dire entraîner, c'est-à-dire une connaissance du football, et de deux, avoir une certaine pédagogie qui permette aussi de faire comprendre ce que tu veux transmettre. C'est-à-dire que, voilà. Et c'est pour ça que tu peux être un bon éducateur, mais pas un bon entraîneur. Et à l'inverse, attention, tu peux être un bon entraîneur et un mauvais éducateur aussi. Attention, les deux, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Mais pour moi, en tout cas, pour être un bon entraîneur, tu dois être un bon éducateur. Ça va de pair. Ça va de pair. Voilà. Maintenant, c'est quoi la différence entre un rêve et un objectif ? Selon tes mots. La différence entre un rêve et un objectif ? Alors, moi, j'avais un rêve. Je prends toujours mon cas, moi. J'avais un rêve de signer pro. Maintenant, pour signer pro, donc le rêve, c'est le but. Et il y a des objectifs pour atteindre ce but-là. C'est-à-dire que mon rêve, moi, c'était de signer pro et de voir un jour mon maillot, tu vois, quand j'arrive dans un vestiaire, mon maillot avec mon nom affiché, le porter et rentrer sur le terrain. C'était mon rêve. Quand j'avais maintenant 14 ans, j'étais à Clairefontaine. On avait tous ce rêve-là. L'objectif, c'est ce qui va te permettre de l'atteindre. Chaque jour, objectif. Ou chaque année, ou chaque mois, peu importe. Fixer un objectif, c'est ce qui te permet d'atteindre ton rêve. Mais pas directement. C'est step by step. Tu vois. Objectif, moi par exemple, j'étais à Clairefontaine, 13 ans, 14 ans. Objectif pour toi, mon ami, la technique de passe doit être parfaite. Objectif atteint, ok, le prochain.
tactiquement, tu dois être prêt. Objectif. Pour atteindre ton rêve. Je sais pas si... Ah non, c'était super explication. Voilà. Super explication. Alors ça, c'est l'avant-dernière question. Je vais revenir encore sur une intervention que tu avais faite dans un podcast. Tu parlais de la Turquie. On sait que la Turquie a aujourd'hui 80 millions d'habitants. Maintenant, comment tu expliques ce phénomène qu'un aussi grand pays, en fait, n'est pas capable, tu vois, on va dire, de former des joueurs de haute qualité versus, par exemple, des pays comme la Belgique, la Hollande ou le Portugal, qui ont une dizaine de millions d'habitants, mais qui arrivent à former des joueurs de grand talent. Tu vois. Bah, c'est clair. En plus, moi, pour avoir vécu en Europe et en Turquie, je peux très bien l'expliquer. Le problème de la Turquie, tant qu'ils ne le résout pas, ils n'auront jamais rien. Mais c'est pas comme dans le football, hein, dans tous les sports. Si tu as vu les Jeux Olympiques, la Turquie, 0 médaille d'or. 80 millions d'habitants, 0 médaille d'or. Comment tu l'expliques? C'est qu'à un moment donné, les éducateurs, les entraîneurs, ils ne sont pas de bonne qualité. Le système qui est mis en place pour former les joueurs n'est pas de bonne qualité. Tant qu'on n'aura pas un système comme ce qu'on a en Belgique, ce qu'on a en France, ce qu'on a dans d'autres pays qui se développent bien, même le Danemark, ces pays-là, ils ont 4 millions d'habitants, 3 millions d'habitants, 4 millions d'habitants, ils forment des monstres. La Croatie, la Serbie, tous ces pays-là, comment ils font? C'est qu'à un moment donné, il faut un système qui puisse permettre de tout en bas jusqu'à vers chez les pros, de pouvoir former des joueurs dans de bonnes conditions. Je parle de l'environnement. Toi, dans la qualité d'un joueur, l'environnement, s'il n'est pas propice, tu ne réussiras jamais. Le problème des jeunes Turcs, ils sont bons, hein. Ils ont une détermination, ils ont des capacités, mais ils n'ont pas l'environnement. C'est ça qui fait qu'il y a peu de Turcs qui réussissent, qui sortent des centres ou qui sortent des... Et ça, c'est dommage pour eux parce qu'ils sacrifient des jeunes, ou sacrifient des générations. Je ne parle pas des Chinois, ils sont 1 milliard là-bas. Exact. Mais vous sacrifiez des générations normales. Pourtant, les Turcs sont un peuple qui adore le football. Exact. Ils ont un intérêt, ils sont là. Mais ils vont payer des millions d'euros pour faire venir des Drogba. C'est des bons joueurs, hein, c'est bien. Mais tu payes des millions pour faire venir des stars. Mais des millions investis dans la qualité des entraîneurs ou des infrastructures qui permettront aux jeunes de... Et tu verras, tu auras plus d'argent. Exact. Mais eux, en fait, ils veulent tout maintenant. Donc, tant qu'il y aura ça, c'est pas bon. Alors, pour terminer, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes par rapport à ton expérience? On va dire si tu as 3 conseils concrets qui pourraient permettre à un jeune, tu vois, de s'exprimer au haut niveau. Ce seraient lesquels? Premier conseil que j'ai toujours dit. Aimez vos parents, respectez-les, soyez disponibles pour eux. Ça, c'est la première chose que je veux leur dire. Respectez l'environnement familial. Respectez-les parce que c'est eux le moteur de tout. Même dans la vie, hein. Mais dans le football, et spécifiquement dans le football. La famille, vos parents seront le moteur pour vous. Ce sera un moteur. C'est mon avis. Première chose. Deuxième chose, dans tout ce que vous allez entreprendre dans le football, faites-le à 100%. C'est-à-dire l'intensité. Alors ça veut dire que, moi j'étais avec La Fontaine. Avec La Fontaine, on est tous la même chose. Tu sais, exercice technique, tout le monde fait la même chose. Répéter les gammes, tout le monde fait la même chose. Mais pourquoi il y en a qui sortent et pas d'autres? C'est l'intensité que tu mets dans chaque effort à la seconde. Ce que tu fais à la seconde près. C'est-à-dire, quand c'est l'entraînement, c'est bien beau de faire ce que le coach y veut. Oh, c'est relou ce qu'il fait. L'intensité que vous allez mettre au quotidien, mais c'est au quotidien, c'est tous les jours dans l'année. Vos entraînements, faut qu'ils soient au haut niveau. Tu vas rater des passes, tu vas rater, mais au bout de la 1000e passe, tu vas réussir, tu verras, ça va rentrer. Mais la 1000e passe, tu vois, c'est des heures et des heures d'entraînement. Et donc l'intensité que tu mets, c'est primordial pour ta progression. Donc ça, c'est le deuxième point. L'intensité dans l'effort, dans tout ce que tu entreprends. C'est dans la vie, mais surtout dans le football. Le troisième, si vous croyez en vos rêves, que personne ne vienne vous les détruire. Dans le sens où vous aurez des gens qui vous diront « Ah, t'es pas bon, toi. T'es pas assez fort. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le football? T'es pas bon. » Si en toi, si à l'intérieur de toi, t'es sûr que tu vas y arriver et que tu mets les moyens, donc j'ai dit,
t'es un petit respectueux et dans tout ce que tu fais, tu es à 100%, donc tu mets l'intensité dans ce que tu fais. Si toi, tu crois que tu vas réussir, et que ton cœur, il te dit que tu vas réussir, tu sens le truc, eh ben, ne doute jamais de ça. Ça, c'est une flamme qui est en toi, que lui n'a pas, que elle n'a pas, que eux n'ont pas, mais toi, tu as en toi, ça te brûle. Tu te dis, mais moi, je suis trop déter, là. Tu te dis, mais moi, je suis trop chaud, là. Ben ça, là, en fait, ce truc-là, faut le cultiver et que personne ne vienne te dire, même s'ils le font, est-ce qu'ils vont te le faire? Ils vont te dire, ah, vas-y, t'es nul, toi. Et ben toi, crois en ton truc et il faut pas désespérer. En fait, il faut pas lâcher. Continue comme un bête. Tu mets des œillères, tu continues bête et méchant. Et entoure-toi des bonnes personnes. L'environnement est trop important aussi. Super. On va s'arrêter là-dessus. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je t'avoue que même moi, je sors en fait de ce podcast en ayant appris quelque chose. Donc franchement, un grand merci. Surtout que faut expliquer un peu les circonstances dans lesquelles on s'est vu. Donc c'est Starting 11 en fait qui organisait un tournoi et tu as eu la gentillesse en fait d'accepter mon invitation. Mais franchement, merci beaucoup parce que comme j'ai expliqué, ce que j'ai vraiment ressenti en fait dans ton podcast que j'ai regardé, c'est que tu étais une personne qui voulait redonner. Ah. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'éducateurs aussi qui vont beaucoup apprendre en fait avec ce podcast. Donc au nom de toute la communauté canadienne et de la communauté québécoise en particulier, un grand merci. De rien, c'est un plaisir. Si j'ai pu aider quelqu'un par rapport à ça, c'est l'essentiel. Mon but, c'est ça. À mon niveau, maintenant, on a 25 ans de carrière, c'est de transmettre. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. C'est la transmission. On est arrivé, on a appris, on a mis en application, maintenant c'est la transmission. C'est pour ça que j'accepte souvent, parce que j'ai ce devoir-là de transmission qui est trop important. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils se trompent. Beaucoup de jeunes se trompent. Beaucoup de parents se trompent également. Donc c'est important des fois de leur rappeler la réalité des choses. Ce qu'on ne fait pas, vous pensez que c'est Cristiano Ronaldo, c'est la vie de waouh, mais c'est dur. Exact. Je vous jure que le football c'est trop dur. C'est des sacrifices, c'est des larmes, c'est de la douleur, c'est trop dur. Comme dans la vie d'ailleurs, mais le football, particulièrement le football, c'est trop dur. Et que ça joue à des détails. Donc si j'ai à dire quelque chose, eh ben, c'était le but ce soir, aujourd'hui, pardon. Un grand merci encore. Merci. Ben voilà, chers abonnés, merci encore pour votre soutien. Et voilà, restez connectés et n'oubliez pas, restez forts. Et à bientôt. Merci.